Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus en nombre pour assister donc à cette conférence que Jean-Luc Raharimanana, excusez-moi, un petit peu d'émotion, a bien voulu faire aujourd'hui dans le cadre donc des conférences publiques du pôle culture. Depuis 2002, cet auteur se consacre donc entièrement à l'écriture, à la recherche, mais aussi à la restitution de la mémoire. Il est, comme vous le savez sans doute, auteur de nombreux ouvrages poétiques et romanesques, et invité par la direction des affaires culturelles et le pôle culture du CUFR pour une résidence d'écrivain de 3 ans. Cet atelier d'écriture, qui va débuter demain, va réunir 14 étudiants inscrits de différentes promotions, et que je salue. Pour certains, ils sont parmi nous aujourd'hui, et ils vont avoir donc cette opportunité rare de mener avec un écrivain un projet et une expérience d'écriture dans le cadre d'une création artistique. Voilà, donc j'en profite pour remercier publiquement Jean-Luc Rahariman de sa présence parmi nous aujourd'hui, et pour donc 3 années. Il m'a proposé aujourd'hui de tenir cette conférence qui vise à explorer les conditions d'une écriture en langue française, mais dans un contexte insulaire, un imaginaire des langues et une culture propre à une île comme celle de Mayotte. Donc des problématiques qui sont extrêmement intéressantes, et je vais lui laisser évidemment la parole sans plus tarder. Comme de coutume, nous garderons nos questions pour la fin de la conférence. Nous échangerons, si vous le souhaitez, à l'issue de celle-ci. Merci beaucoup donc Jean-Luc d'être parmi nous ce midi, et merci au public d'être venu aussi nombreux. Nous sommes tous impatients de t'entendre, et je te laisse la parole sans plus tarder. Merci Jean-Louis. Je suis très content d'être là aussi. D'abord, mes remerciements à Florence Gendrier, à Claude Hamel et toute son équipe, et à l'équipe de Jean-Louis Rose ici à la fac. Quand ce projet a commencé à prendre jour, c'était aussi lors d'une rencontre importante avec le théâtre Ariac, qui est là aussi, je crois, avec le spectacle que j'avais donné sur Ranoram. Et donc à partir de là, il a eu un désir réciproque de travailler ensemble. Et donc de partir d'un projet à long terme, pas simplement de dire on prend juste une petite résidence comme ça, et puis après chacun part de son côté, mais que la question qui se pose toujours, c'est comment circulent les œuvres dans l'océan Indien. Et quand j'ai commencé à écrire il y a plus de 20 ans maintenant, cette question était déjà au centre de nos préoccupations. Comment lire un auteur de l'archipel des Comores lorsqu'on est à Madagascar, comment lire un auteur réunionnais, comment lire un auteur de l'île Maurice, etc. Et c'était très très difficile en fait, parce qu'il n'y avait pas la circulation, et autant la circulation physique que la circulation des idées. Et c'est comme s'il fallait toujours aller à Paris pour qu'on puisse se rencontrer. Et donc c'était quelque chose d'assez paradoxal de se dire que dans la zone, on est très très proches les uns des autres, mais qu'il faut d'abord prendre l'avion pour se rencontrer. Il faut aller d'abord à Paris, et à Paris on se rencontre. Et c'était quelque chose de très bizarre. Donc à partir de là, l'idée pour nous, c'était toujours de créer une sorte d'espace de rencontre. Et comment faire pour que cet espace de rencontre soit complètement effectif.
Et donc j'espère que cette résidence contribuera à faire des passerelles entre les îles. Et maintenant j'ai proposé ce thème de sous la langue française, l'île. Et j'ai pas mis les îles, j'ai mis l'île. Pourquoi pas les îles? Parce que déjà, la langue française va poser des pièges un peu partout. Vous dites les îles, il y a déjà énormément d'images qui vont sortir de là. Et nous qui sommes habitants des îles, quand on est confronté à ces images-là, on est un peu étonné. Les îles, qu'est-ce que c'est? Les plages, tout de suite, les beaux paysages, toutes ces choses qui nous sont familières et qui ne sont pas si extraordinaires que ça, et qui d'un coup deviennent des choses absolument fantasmées, et que à partir de là, il y a une image qui se pose sur nous qui ne correspond pas du tout à ce qu'on est réellement. Donc, j'ai commencé à me dire, oui, je veux mettre sous la langue française l'île. Et ensuite, la deuxième question que je me suis posée, mais qu'est-ce que c'est qu'une île? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'une île? Et la question peut paraître étonnante, parce que, bon, une île, ce n'est pas un continent. Une île, c'est entouré d'océans. C'est des terres, une terre, entourée de part et d'autre d'océans. Ou c'est peut-être même un pays entouré de mer, d'océans. Et il y a une unité sur cette terre-là. Et je me dis comme cela, dans ce cas, l'île d'Haïti n'est pas une île. Haïti n'est pas une île. Pourquoi Haïti ne serait pas une île? Hein? Parce qu'il est coupé en deux avec la République dominicaine. Donc, Haïti n'est pas entouré d'océans. Parce qu'il y a une partie qui appartient à la République dominicaine. On peut parler aussi du Timor. Lorsqu'on parle de Timor, il y a Timor occidental, Timor oriental, coupé en deux également. Et il n'y a pas non plus d'unité. Et donc, comment vraiment poser cette question-là? Est-ce que Madagascar est une île? Il y a beaucoup de gens à Madagascar qui n'ont jamais vu la mer. Jamais, jamais, jamais. Et qui ne verront pas la mer de leur vie. Est-ce qu'ils vont se dire insulaires? Comment ils vont vivre la notion de île lorsque on ne voit jamais, jamais, jamais la mer? Et donc toutes ces questions-là se posent et évidemment nous éloignent de cette notion les îles. Aller aux îles, les îles. Ma grand-mère, par exemple, elle a très peu vu la mer. Je ne parle pas, je parle de ma grand-mère paternelle, mais pas maternelle, puisque la grand-mère maternelle habitait à Diego Suarez, donc elle voyait l'île tout le temps. Et beaucoup de gens sont dans cette situation-là, de se dire, même à l'île de la Réunion. À l'île de la Réunion, il y a des personnes qui sont sur les hauts, ils voient juste la mer de haut comme ça, mais ils descendent rarement vers les passe-terres, comme on dit. Et pourquoi il y a dans ces habitants des îles, pourquoi il y a ce refus de regarder la mer, d'aller vers la mer, d'habiter à côté de la mer? Et lorsqu'on prend aussi l'histoire de Madagascar, les mouvements de population, ça a toujours été vers l'intérieur des terres. C'est-à-dire que plus les royaumes se développaient, la priorité des royaumes, c'était d'investir les terres et non pas
Il n'y a pas eu de grande tradition maritime à Madagascar, à part les Betsimsar, mais les Betsimsar c'est une autre histoire, les Sakalav c'est une autre histoire liée plus à l'histoire de l'esclavage, donc ce n'est pas forcément une question de développement maritime. Et donc ces questions se posent. Et pareil aussi, l'idée que sur une île, il y a une unité, parce qu'on est insulaire, donc forcément, la culture va tout de suite se limiter par rapport aux limites des terres, par rapport au fait qu'on ne peut pas aller plus loin que l'océan, mais en même temps, pareil toujours, de poser cette question-là, lorsqu'on prend le cas de Madagascar, lorsqu'on dit qu'il y a, entre guillemets, 18 ethnies, quelle est l'unité de toutes ces composants de la société malgache? Et donc ce n'est pas une question juste pour s'amuser comme ça, pour dire que je remets en cause la question de l'unité, mais c'est une question absolument essentielle en fait dans les îles, de se dire mais comment vivre ensemble, et pas simplement au niveau de bien vivre ensemble, mais comment les gens vivent aussi ensemble, comment ils se débrouillent pour vivre ensemble. Donc ces questions-là se posent. On arrive facilement à comprendre par exemple le cas de l'île de Chypre. Chypre, lorsqu'on se dit il y a les Grecs d'un côté, il y a les Turcs, et qu'on n'arrive pas à trouver l'unité de cette île-là. Et bizarrement, c'est un peu plus facile à comprendre aux gens. Mais pourquoi est-ce que Chypre fait partie des îles, de l'imaginaire des îles? À quel moment on bascule dans cet imaginaire de ce qu'on appelle les îles? Et donc on a aussi toutes ces petites choses-là, en se disant mais une île parfois fait partie aussi d'un archipel, souvent même fait partie d'un archipel. On prend le cas de l'Indonésie. Je crois le gouvernement indonésien ne sait pas très bien combien d'îles il y a en Indonésie. Je crois qu'il a à peu près 4000, quelque chose comme ça. Ils ont fait un comptage au niveau des images par satellite. Mais comme la mer aussi monte, les océans montent, descendent, des fois il y a des îles qui disparaissent, réapparaissent, ils ne savent plus combien d'îles il y a. Bon, ici on a l'archipel des Comores. Maintenant, est-ce que Mayotte est en train de devenir une île, mais pas plus faisant partie d'un archipel? La question se pose. Et ce qui fait que pour moi, cette question de qu'est-ce qu'une île n'est pas une question innocente, mais c'est vraiment une manière pour moi de nous interroger, nous-mêmes d'abord. Et lorsqu'on prend aussi le cas lorsqu'on prend les choses au niveau de l'histoire, Madagascar, on dit, a été colonisé a été une colonie française. Mais ce qu'on oublie souvent de dire que cette colonie, ce n'était pas Madagascar, c'était Madagascar et dépendance. Et dépendance, c'est-à-dire avec les 4 îles des Comores et les autres îles qui sont ce qu'on appelle par exemple les îles éparses, qui est une polémique en train de gonfler en ce moment-là. Est-ce que les îles éparses appartiennent à Madagascar ou appartiennent à la France, et ainsi de suite? Mais pourquoi tout d'un coup on prend conscience de l'existence de ces îles éparses, alors que pendant longtemps c'était des îles habitées par des oiseaux? Pourquoi donc? Donc la question se pose à ce moment-là. Et pareil aussi, je reviens là-dessus en disant, c'est que
Madagascar est devenue une île à part entière de Mayotte, à part entière des 3 autres îles des Comores. Mais en même temps, quand je suis originaire du nord de Madagascar. Et pendant toute l'enfance, le terme comorien, je ne comprenais pas ce que c'était. Je comprenais Adzuz, Anzouan, Mouel, mais comorien, bon, ouais. Et surtout, on ne considérait pas les Adzuz ou Anzouan comme venant d'un autre pays. C'était la famille, c'était les cousins, c'était les autres mamans ou les autres papas. Mais ils sont peut-être sur une autre terre, il faut un peu traverser. Ou même ils sont dans la famille, même à Diego Suarez, même à Majinga même. Et il n'y avait pas cette notion d'une île à part. Et à quel moment la séparation arrive? À quel moment la limite devient insulaire? Et donc, je travaille beaucoup en fait à cet endroit-là, de se dire quelle est notre réalité et comment, en fait, l'image de l'île ou l'image des îles nous étouffe complètement. C'est-à-dire que à un moment donné, les îles sont devenues terre de fantasmes. Et c'est surtout un regard, je ne dirais pas un regard de la France ou d'autres puissances qui fantasment sur les îles, mais je dirais un regard de continental sur l'insulaire. Et le regard de continental va faire en sorte que les îles deviennent des endroits où quelque part on peut y aller facilement comme ça. On va vers les îles, on va rêver d'une île. J'ai vu tout à l'heure, il avait le slogan « Vous rêvez d'une île, rêvez de Mayotte ». Voilà. Pourquoi on est relégué au domaine du rêve? Est-ce qu'il n'y a pas des réalités qui sont derrière tout ça? Et donc, c'est comme si il y avait une légitimité tout de suite à venir facilement sur les îles. Et qu'est-ce qu'on va faire sur les îles? On va s'amuser. On va trouver de belles choses. On va trouver des belles filles. On va trouver de belles plages. On va se dégager de la pression de la société. On va se dégager de la pression d'une vie de travail. C'est les vacances, c'est l'étrangeté, c'est plein de choses positives. Hein. Mais pourquoi ça peut nous déranger, nous, alors qu'on projette aussi des images très très positives sur nous, finalement. Mais en même temps, cette image-là prend tellement d'importance qu'à un moment donné, nos propres identités s'en retrouvent complètement altérées. On joue le jeu de l'image. Et je n'ai rien contre les accueils avec les colliers de fleurs et tout, mais parfois je suis étonné, parfois je me dis, mais est-ce qu'on a besoin d'en rajouter? Mais bon, chacun son point de vue là-dessus. Et donc une île, c'est aussi une explosion des frontières. Il n'y a pas de frontières sur une île. On navigue, on entre dans l'île, c'est comme si tout est libre. Il y a une question de liberté qui peut se poser, un rêve de liberté des gens. Par exemple, lorsque on regarde l'histoire du monde, les gens rebelles, ils sont toujours allés vers les îles. Ils se sont
construit des mondes complètement utopiques. Le cas de Libertalia, par exemple, à Diego Suarez, et de construire une autre société comme si l'espace de l'île est vierge, complètement vierge, et que tout est à réinventer sur l'île. Donc il y a cela, mais lorsqu'on vient sur l'île, est-ce qu'on se pose des questions sur ce qui existe déjà sur l'île? Est-ce que c'est toujours autre chose qu'on ramène sur l'île? Est-ce que c'est toujours un rêve, une utopie qu'on va poser sur l'île? Et souvent, je suis très étonné lorsqu'on parle, par exemple, de cas soit de Mayotte, soit de l'archipel en général. Les Comores, quand même, c'est une des sociétés les plus anciennes de l'océan Indien. Avant même le peuplement de Madagascar, les Comores étaient déjà habités. Et beaucoup de Malgaches sont passés aussi par les Comores pour créer des sociétés à Madagascar. Et les Comores ont eu des contacts avec les Perses, avec les Chinois, avec les Arabes. Il y a eu énormément d'histoire, et il y a eu énormément de cultures qui se sont rencontrées et qui a donné cette société-là. Et ce qui m'interroge, c'est vraiment cette image de virginité qu'on met sur les îles. Est-ce que, comme si une île est d'abord une île déserte, comme si une île doit d'abord être aussi un endroit sauvage. Sauvage dans le terme inexploré, inhabité, je veux dire. Hein. Mais en même temps, une île, quand je prends par exemple l'origine du mot cannibale. Cannibale vient de Cariba. Cariba, donc c'est les habitants des Caraïbes avant. Et du coup, la rencontre entre les navigateurs et les Caraïbes ont accouché de cette notion de cannibale. Cariba, caribal, cannibale. Et très peu d'entre nous avons conscience en fait de ce glissement entre le monde vierge, le monde sauvage et le monde cruel. Et l'île aussi peut devenir une sorte de monde cruel. Et en même temps, quand on regarde l'image sur les îles de Polynésie par exemple, il y a eu il y a quelques années une très belle exposition sur les Vaïnés, je crois que c'était au musée créé par Chirac, là, le Quai Branly. Et ce qui m'avait complètement étonné venant d'une île, c'est que comment on décrit les femmes polynésiennes, magnifiques, mais vraiment des femmes absolument ravissantes, et comment on décrit l'homme polynésien, cannibale, et très moche, très avec vous voyez les os qui sont entre le nez et tout. Donc l'homme, la femme elle est magnifique, mais l'homme à côté qui est l'époux ou l'amant ou le fils ou le frère de cette femme magnifique, elle est moche. Il est moche. Il est vraiment. Il y a une sorte
d'irrationalité dans cette image-là, mais qui fonctionne. La femme est belle, l'homme est sauvage. Et la femme est même presque civilisée, et l'homme est sauvage. Comment ça se fait? Et pourquoi cette contradiction ne saute pas aux yeux de beaucoup de gens? Peut-être que si, peut-être que moi je me trompe, mais à un moment donné, pourquoi quand même cette notion-là, cette image-là fonctionne? Donc, et c'est toujours cette question de qu'est-ce qu'on va faire dans les îles? Pourquoi aller maintenant dans les îles? Mis à part le fait de trouver des beaux paysages, des belles femmes, de trouver une certaine liberté, qu'est-ce qu'on va en faire là-bas? Qu'est-ce qu'on va faire dans l'île? Pourquoi s'intéresser aux îles? Pourquoi prendre les îles? Pourquoi occuper les îles? Et toutes ces choses, je ne suis pas là pour apporter des réponses, mais je pose en fait ces questions-là, et à partir de là, je commence à écrire mes textes à partir de ces questions-là. Mais pour aller un peu plus loin sur cette question-là, c'est d'abord de dire aussi, qu'est-ce qu'une île? Qu'est-ce qu'une île encore? Mis à part que là, tout à l'heure, on avait vu beaucoup de choses entre guillemets positives par rapport à l'île, mais l'île peut être aussi un endroit d'exil. On connaît bien l'île d'Elbe de Napoléon. Il est parti en exil sur l'île d'Elbe, et puis après, à partir de là, il est reparti. On sait aussi que la Nouvelle-Calédonie a été une bagne contre tous les résistants du système français, les forçats, les déportés, les condamnés politiques étaient emmenés en Nouvelle-Calédonie. On a même amené les communards, on a amené aussi des Algériens qui ont résisté à la colonisation française. À Madagascar aussi, Madagascar était un projet nazi de déporter les Juifs à Madagascar. Et quand je parle de ça, ceux qui ne connaissent pas vraiment l'histoire se disent oui, mais c'est juste un fantasme. Mais non, c'était pas un fantasme, c'était un plan complètement élaboré par l'Allemagne nazie. Mais ils ont changé de plan parce que c'était trop cher. Il fallait emmener déjà les Juifs là-bas. Et il fallait payer, il fallait faire ceci et cela, et les camps de concentration étaient économiquement à la fois plus rentables, puisque c'était aussi des camps de travail, mais c'était assez avancé en fait dans les plans des nazis pour envoyer les Juifs à Madagascar. Donc l'île était considérée comme un lieu aussi où on va reléguer les gens indésirables. Et donc c'est comment dire, cette contradiction-là qui est étonnante lorsqu'on est toujours insulaire. On peut être à la fois un objet de fantasme de l'autre, comme on peut être aussi un objet ou une terre où on va rejeter tous les indésirables. Et tout est possible donc. Et nous, à ce moment-là, nous les insulaires, qui sommes-nous? Qui sommes-nous par rapport à tout cela, dans la mesure aussi où les îles ont été aussi pris d'assaut par différentes invasions, par différentes projets politiques et militaires. Et du coup, je reviens à l'île en général lorsque il y a, on prend par exemple le cas des Antilles. Les Antilles ont même perdu leur nom, puisque Antilles, c'est
Antilla, c'est une île rêvée de l'Espagne. C'était pas le nom des Antilles. En général, c'était les Caraïbes, c'était d'autres peuples et qui ont été complètement exterminés, qui sont disparus. Et il y a ce risque toujours pour une île d'être complètement submergée par l'autre, d'être complètement submergée par l'histoire, soit par une histoire violente d'extermination, d'esclavage, de colonisation, soit par autre chose. Mais comment l'île se renouvelle, comment l'île fait face en fait à tous ces changements qui sont dus à l'histoire. Le cas, c'est comme si on efface l'histoire avant, c'est comme si on efface le passé. Parle-t-on toujours des Antilles comme l'île où il y avait d'autres personnes, il y avait d'autres gens. Comment on va vivre ce genre de choses. Et ce que je veux dire, c'est que en même temps, ce n'est pas simplement du domaine du rêve, ce n'est pas simplement du domaine de l'utopie, mais du domaine de la réalité même, de la réalité historique. Il y a eu énormément de violence dans les îles. Je ne parle pas simplement soit de Madagascar, soit des Comores ou autres, mais il y a eu énormément de violence dans les îles. Le cas de Mayotte, si on parle de Kibouche ici, oui, bien sûr, Madagascar est proche, mais l'histoire de l'esclavage est là aussi. C'est qu'il y a eu des invasions malgaches aussi à Mayotte pour prendre des esclaves et puis après de vendre ces esclaves soit aux Français, soit aux Hollandais, soit aux Américains. Et en même temps, toutes ces choses-là sont reléguées dans une sorte de silence. On n'en parle pas. Et est-ce qu'il faut en parler? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Hein. On peut se dire, c'est peut-être bien aussi d'oublier. C'est peut-être bien aussi comme tout à l'heure aussi, souvenez-vous de demain. Prenez garde. Peut-être que c'est bien de parler des choses pour l'avenir. Mais en tout cas, les îles sont aussi des concentrés de l'histoire. Énormément de choses de l'histoire se sont passées dans les îles, dans des lieux très concentrés, dans des moments très concentrés, et il a fallu aussi faire avec. Il a fallu faire avec, comment faire en sorte que justement la culture des insulaires continue à vivre avec ces vagues de l'histoire et comment faire en sorte de toujours exister au-delà de la question de la langue en fait, mais vraiment au-delà des imaginaires autour de l'île, parce que ce n'est pas simplement la langue française qui fantasme sur l'île, c'est l'humanité entière en fait. Dès qu'on parle d'une île, il y a tout de suite associé à cela des rêves qui se font, et ainsi on est face à ce que je vais appeler comme un perpétuel confrontation avec l'autre, et comment avec l'autre on lui explique qu'on est pareil à lui, comment lui dire que même si on est sur une île, on a les mêmes rêves. Sur une île, on rêve aussi d'évasion. Sur une île, on rêve aussi de liberté. Sur une île, on rêve aussi d'autres choses. Peut-être qu'on rêve du continent. Pourquoi pas, hein?
Et donc, tout ça pour moi se pose lorsque je commence à écrire mes textes. Et sauf que maintenant, les choses qui disparaissent en premier aussi dans les îles, c'est la langue. Comment les langues des insulaires survivent aussi. Comment cette langue peut continuer à vivre malgré tout. Et du coup, c'est pour ça que j'ai posé cette question sous la langue française. Et que je n'ai pas mis simplement la langue française et l'île. J'ai bien choisi le terme sous la langue française. Ce n'est pas sur la langue française, mais sous la langue française. Et je ne parle pas simplement de Mayotte, puisque Mayotte est un département français, mais je parle aussi de Madagascar, où la langue française c'est une des langues officielles de l'île. La langue malgache et la langue française sont les deux langues officielles, mais en fin de compte, lorsqu'on va aller plus loin, après le bac, à l'université, tout se fait d'abord en français, sauf bien sûr au département de Malgache, mais malgré tout, si vous voulez avoir un doctorat par exemple sur la langue malgache, il faut soutenir à Paris, il faut soutenir au Langso, et on va soutenir en malgache la thèse, enfin en français, pour faire les études de langue malgache, vous soutenez en français à Paris. Et à Madagascar, il n'y a pas de thèse sur... il y a juste comme maîtrise, oui, bien sûr, mais si vous voulez aller plus loin en soutenance de thèse, en linguistique malgache ou en langue malgache, c'est à Paris qu'il faut aller et soutenir en français. Donc à partir de là, il y a effectivement cette question de sous la langue française, parce qu'on ne peut pas mettre non plus de côté que la colonisation française a fait que la langue française continue jusqu'à aujourd'hui d'être la langue dominante, en tout cas dans les îles françaises, on va dire. Et je ne sais pas, mais je pose juste cette question-là. Est-ce qu'il y a eu une étude dans le monde qui va répertorier un petit peu quelle île au monde a sa langue comme langue nationale? Haïti. D'accord. Donc, oui. Voilà. Haïti a. Maintenant, Cuba, quelle est la langue nationale à Cuba? L'espagnol. Donc je suis très curieux en fait de voir la proportion par rapport à la langue du colonisateur et à la langue insulaire elle-même. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que la langue de l'île est condamnée aussi à rester dans l'île? Au Comores par exemple. Comment ça peut se poser aussi pour d'autres cas, bien sûr, comme beaucoup de langues africaines qui sont aussi qui restent aussi dans l'espace d'un village par exemple. Mais en tout cas là on parle des îles ici, mais je suis assez si vous avez une réponse à me donner là-dessus, je serais bien content de l'avoir. Et donc, mais ça pose à cette question-là, comment vivre avec la langue française aussi, vu la prédominance de l'image que la langue française pose sur les îles, vu aussi la réalité historique entre la France et nos îles, et vu aussi la place de la langue française dans nos îles aujourd'hui, comment continuer en fait à faire en sorte que
qu'on garde une certaine identité. Donc ces questions se posent pour moi. Et ça m'amène aussi à me dire, mais qu'est-ce que c'est que la langue française? Qu'est-ce que c'est que la langue française? C'est la langue parlée des Français tout simplement? Ou est-ce que c'est plus que cela? Et forcément, il peut y avoir une réponse très simple aussi de se dire, oui, la langue française, c'est la langue de l'ancien colonisateur. Bon, ça peut être une réponse très, très, très simple. Et à partir de là, le débat s'ouvre ou se ferme. Et à partir de là, le débat aussi peut devenir un vrai piège. Comment faire en sorte de rester simplement sur la question de la langue, sur la question de la littérature, ou à un moment donné, on arrive à ce que ça bascule sur des questions politiques, sur des questions de mémoire. Mais je pose quand même cette question, qu'est-ce que la langue française? En sachant aussi que la langue française est une langue complètement construite au départ. La langue française n'existait pas non plus. C'est à partir du gallo-romain, à partir du latin, à partir du grec, et au fur et à mesure, la langue française se construit, et la langue française a été aussi imposée sur un territoire. La Gaule est devenue, le gaulois a disparu, hein. La langue gauloise n'existe plus, le français a pris la place, et en même temps, vous aviez aussi des décrets royaux qui ont fait que la langue française a été imposée. Je pense par exemple à l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, où il y a eu une ordonnance de François Ier qui a édicté que maintenant, toutes les questions juridiques et administratives doivent se faire en langue française. Donc c'était quelque chose d'imposé. Et au fur et à mesure, cette langue a pris la place du latin. Et au fur et à mesure, les académiciens sont venus aussi se mettre dans le jeu et ont imposé aussi imposer la grammaire, imposer des mots, imposer ce que c'est que le dictionnaire de langue française. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez implacable comme ça pour la langue française, ce qui fait que d'autres langues régionales de France a disparu, ou alors d'autres langues régionales de France sont devenues des langues mineures, comme le cas du basque, du patois, du breton, etc. Et ça peut être le cas aussi de Shimaoré, puisque on va dire le Shimaoré, c'est dans le cadre du territoire français, et c'est une langue aussi mineure. Et pareil aussi, lors de l'Empire français, lorsque l'Empire colonial a été dans tous ces pays-là, la première des choses que l'Empire colonial a fait, c'est d'interdire les autres langues. Donc à l'école, on ne parlait pas, par exemple à Madagascar, on ne parlait pas le malgache, en Algérie, on ne parlait pas l'algérien, au Maroc, on ne parlait pas le marocain, mais c'est la langue française qui est imposée, et ainsi de suite. Et en même temps, pareil aussi, sur cette question des îles belles et magnifiques, il y a aussi la magnificence de la langue française, la langue des Lumières, la langue de Voltaire, la langue, toute cette poésie française, il y a toutes ces, comment on dit, le rayonnement de la langue française, toute la beauté de cette langue-là, parce que c'est quand même aussi une langue que les poètes ont complètement investi, et c'est une langue très, très, très belle au niveau de la littérature, il n'y a pas à discuter là-dessus. Et donc, à partir de là, comment écrire? Si
ça peut être facile aussi de se dire, je mets de côté toutes les choses qui fâchent, et puis de rentrer simplement dans la belle littérature française. C'est une possibilité. Après, j'ai essayé de faire ça quand j'étais tout jeune, parce que je ne comprenais pas tout, mais en fait, ce n'était pas du tout la solution. Et ce qui fait que, pour moi, il a fallu, à un moment donné, me dire, il faut que la lucidité soit au cœur de mon écriture. Et que en entrant dans l'histoire de mon île, en entrant dans l'histoire même de ma zone, parce que l'océan Indien, on ne peut pas simplement dire il y a l'histoire de Madagascar, il y a l'histoire des Comores, il y a l'histoire de la Réunion, il y a l'histoire de l'île Maurice. C'est une seule histoire, à un moment donné, qui a façonné toutes ces îles de la zone. Et donc c'est une erreur de se dire je reste simplement sur une île. Impossible de rester à cet endroit-là, en tout cas personnellement. Et à partir de là, j'ai essayé d'abord de maîtriser les deux langues, la langue malgache et la langue française, vraiment de voir quel est où je suis moi, où je suis autre, et à quel endroit je peux devenir les deux. C'est parce que c'est une possibilité aussi. Il y a une formule malgache qui m'a toujours, depuis que j'étais tout petit, qui m'a toujours interrogé. C'est lorsque les gens se séparent, qu'ils vont se dire au revoir, pas vraiment au revoir, mais pour annoncer qu'on va partir, il y a cette phrase Za efa ize. Za efa ize. Za c'est moi. Is c'est l'autre. Za efa ize, ça veut dire bon, moi c'est. Par exemple, quelqu'un qui va partir, il va dire bon, moi si je vais juste faire la traduction littérale. Moi, maintenant, l'autre. Za efa ize. Maintenant, je suis plus moi, mais je suis l'autre. C'est-à-dire, je suis parti. Et donc, le fait qu'on bascule comme ça du je vers le il, vers l'autre, qui fait que il y a toujours cette possibilité de se dire, tiens, à côté de toi, je suis moi, mais quand je suis plus à côté de toi, je suis l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit comme ça banalement, Zafaïzé. Mais en même temps, est-ce qu'on se rend compte de la richesse de cette formule, de cette notion de lorsqu'on met de la distance entre soi, de la distance physique entre soi-même et l'autre, eh bien, la question du je, la question de moi, la question de l'autre se pose. Et donc de rentrer vraiment dans une prise de conscience de comment nous nous voyons au monde par le bien de nos langues, comment nous nous voyons au monde, mais par aussi la langue de l'autre. Pareil pour la langue française. Quand j'étais petit, j'adorais la manière de dire au revoir. C'est une promesse magnifique de se dire on va se revoir. Et je trouvais ça absolument, c'est bien, comme on se sépare, mais on se dit au revoir. Et je n'aimais pas du tout le terme adieu, parce qu'adieu c'est fini, on appartient maintenant au Dieu. Et je me disais, mais pourquoi les Français ils peuvent se dire adieu comme ça, c'est violent comme terme. Parce que justement en malgache, on se sépare, on dit velum. Velum, ça veut dire vivez.
Velm, c'est vivre. Donc velum, c'est un ordre de vous dire vivez. Moi, je pars, mais vivez. Donc vous avez, même si on part, vous avez la possibilité toujours de vivre. Ce n'est pas la mort, se séparer, c'est pas la mort. Donc vivez. Velumatzare, vivez bien, et ainsi de suite. Et à partir de là, de rentrer aussi dans cette lucidité de se dire que, étant d'une île, étant d'un pays anciennement dominé, comment continuer à vivre, parce que la langue française, elle a ses genres, elle a la poésie, elle a ses références. Victor Hugo, Rimbaud, vous avez des références absolument tutélaires, comme on dit. Ce sont des références, peut-être que Rimbaud, de son vivant, a été méprisé par l'Académie, mais maintenant, c'est une référence absolument incontournable. Et nous qui venons de notre oralité, je ne peux pas dire ma référence c'est ma grand-mère qui me raconte des contes. Face à Victor Hugo, qu'est-ce que c'est, hein? Mais en même temps, je sais très bien que ce qu'elle m'a apporté au niveau de l'émotion, au niveau d'un certain regard au monde, était peut-être plus grand que ce que Victor Hugo m'a amené. Mais en même temps, je ne peux pas, à un moment donné, me dire, oui, mais ça, ce conte-là a été raconté par ma grand-mère, mais là, il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas la notion de auteur, déjà. Un auteur, vous avez aussi le terme l'autorité. C'est la même racine. Un auteur a de l'autorité. Et Victor Hugo a de l'autorité. Les contes n'ont pas d'auteur. Est-ce que les contes ont de l'autorité par rapport à la langue française? Et pourquoi très souvent les contes sont relégués au niveau du folklore? Pourquoi très souvent les contes sont... pourquoi l'oralité est mise en dessous de l'écriture? Donc la question se pose. Et souvent les explications qu'on peut entendre, en tout cas que moi j'ai entendu, c'est que on disait qu'il n'y a pas eu l'écriture dans les îles, il n'y a pas eu l'écriture à Madagascar. Complètement faux. Le Coran a été présent dès la présence l'écriture à travers le Coran a toujours existé aux Comores, a toujours existé à Madagascar, mais c'était un choix de société de ne peut-être pas partager l'écriture. Mais l'écriture en elle-même existait. Vous avez par exemple le cas à Madagascar de ce qu'on appelle les surabés, surachapé, donc l'écriture en malgache, mais qui vient du mot surat. Et B, c'est grand, la grande écriture. Et le surabé, c'était simplement un clan qui avait le droit d'écrire et de lire. Mais ça ne veut pas dire que l'écriture n'était pas présente. Et en même temps, quand vous voyez l'importance de la parole à Madagascar, quand vous prenez les Kabars, vous prenez les Aintain, et quand vous prenez aussi dans l'histoire de Madagascar, où les rois, par exemple, les rois ou les reines, sont obligés de faire un grand Kabar. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire de Madagascar, mais vous avez par exemple des photos d'archives où vous voyez la reine de Tananarive qui est là au milieu d'une foule immense, et je me pose toujours la question, mais comment cette reine peut se faire entendre de tous ces milliers de gens? Est-ce qu'elle a une voix de stentor? Comment elle fait? Est-ce que c'est pas simplement le fait qu'elle prend la parole, et même si on ne l'entend pas, effectivement, là j'ai un micro, hein, mais cette reine ou ces rois,
ils ne se font pas entendre par tous, mais la prise de parole était déjà considérée comme sacrée, comme acte important. Et du coup, cette société-là vivait avec cette notion d'importance de l'oralité. Ce n'est pas grave si on ne l'entend pas tout de suite, parce qu'après, cette parole est relayée par les conseillers, relayée par les messagers, relayée par ceci, relayée par cela, et ainsi de suite. Et ce qui fait que ce qui est important à mon sens, c'est aussi de savoir comment, dans nos îles, on traite la notion du verbe, la notion de la parole, et comment on vit avec. Il y a quelque chose on entend souvent sur l'archipel des Comores le terme les sultans batailleurs. Les sultans batailleurs. Et donc en français, batailleur, ça veut dire qu'il y a eu des batailles. Mais est-ce qu'il y a eu réellement des batailles guerrières aux Comores? Est-ce qu'il y a eu des guerres aux Comores? De quelle bataille on parle? Peut-être qu'il y a eu, j'en sais rien, je ne connais pas vraiment l'histoire de l'archipel, mais est-ce qu'il n'y a pas eu non plus la bataille du verbe dans l'archipel des Comores? Comment on traite le verbe? Pourquoi tous ces discours qu'on met en place? Pourquoi toutes ces stratégies de parole? Pourquoi? Et comment cette société a survécu en fait aux esclavages, a survécu aux Portugais, aux Anglais, aux Français, aux Malgaches? Comment? Pourquoi les Comores existent encore en fait, parce que normalement, pourquoi c'est pas devenu comme les Caraïbes? Les Caraïbes ont complètement disparu. Et il n'y a pas eu de bataille navale entre la France et l'archipel des Comores. Ouais. Et ce qui fait que, pour moi, à un moment donné, c'est qu'on doit rentrer dans ce qui fait notre propre réalité et comment on l'écrit. Et ça passe par la connaissance d'abord, assez érudite quand même, de nos propres possibilités, de nos propres histoires, car il y a cette facilité au silence. Ça arrive très très souvent parce que ce que j'appelle facilité au silence, c'est de dire oui, nous sommes une île, venez chez nous, tout est bien ici. Je ne dis pas qu'on doit refuser l'entrée de l'île aux gens, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais simplement il y a cette facilité au niveau de l'imaginaire. C'est facile de se dire oui, nous sommes une île, tout est beau ici, comme le cas du film de Disney par exemple, Madagascar. Quand vous tapez Madagascar sur internet, et vous cliquez image, voilà, vous voyez le film, le lion, le zèbre, Madagascar, c'est d'abord ça sur internet, et ça c'est ce que j'appelle la facilité du silence. C'est-à-dire que là, on peut, pour faire plaisir aux gens, parce qu'on est gentil, on peut se dire oui, Madagascar est c'est une île très très belle. Oui, il y a ceci, il y a cela, mais bon, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de zèbre. Mais comme on ne veut pas faire pleurer les enfants, on dit, il y a eu des hippopotames avant, il y a d'autres bêtes féroces, ils ont oublié le crocodile dans le film, et ainsi de suite. Bon, bref, je pense que la question est toujours ainsi, comment creuser pour maintenant, comment creuser un sillon insulaire dans la langue française? Comment faire en sorte aussi que cette langue française qui s'est ouverte à énormément de cultures, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la langue française, c'est aussi
un mélange de cultures. Le grec, le latin, l'arabe aussi. La présence de l'arabe dans la langue française est absolument phénoménale. Et comment maintenant rentrer aussi dans cette langue française. Et c'est une des pistes d'écriture de mes œuvres depuis, et que je vais essayer de continuer par cette résidence-là, de voir un peu plus près maintenant ici à Mayotte, mais de voir un peu plus près lorsque hier soir par exemple, une petite fille de 7 ans m'a expliqué très très sérieusement qu'il a une djinn dans l'école. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est qu'un djinn? Il dit, alors que les yeux montent ici, et ainsi de suite. Et je me suis dit, mais c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi les djinns sont toujours là. Et même, à ma connaissance, les djinns n'allaient pas à l'école. Hein. Les djinns n'aimaient pas du tout l'école. Et maintenant, ils sont dans les écoles. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie réellement, hein? Et donc, c'est juste des petites questions comme cela qui m'interpellent, mais en même temps, il y a cette construction aussi de Zaïfaïzer. C'est un peu comme ça pour moi. Je quitte mon île, je deviens Is, c'est-à-dire là, je peux... le za, moi de l'île, devient is dans la langue française. Hein? Mais je peux quitter aussi la langue française, faire le chemin inverse. Et en France, je peux dire zafaïs, donc je vais devenir malgache. À Madagascar, je vais dire zafaïs, je vais devenir français. Et donc il y a au niveau juste de la langue, il y a ce jeu-là, cette possibilité d'être autre, qui est aussi quand même une des capacités des îles, parce que les îles, ce sont aussi des brassages. Ce sont des gens venus de tous les horizons. Et au fur et à mesure, ça bouge, et le vivre ensemble, le fait qu'on se regarde les uns les autres, et on se dit, mais on est sur une île, soit on vit ensemble, soit voilà, on s'arrache la peau, ou on devient, je ne sais pas. Et donc il y a vraiment cette interrogation-là, comment être multiculturel, comment être réellement bilingue, comment vivre réellement ce bilinguisme-là, et faire en sorte que ce ne soit pas ce qu'on entend souvent ici, choc des civilisations. Je n'aime pas ce terme, choc des civilisations, mais de se dire, il y a possibilité de construire quelque chose ensemble. On aura encore beaucoup à dire là-dessus. On a 3 ans, je crois, de résidence, et il y a possibilité de rebondir sur tout ça, mais aujourd'hui, je voulais poser des questions, en fait, et de poser quelques jalons de la résidence. Et donc, c'est un peu ce que je vais proposer aux personnes qui vont suivre l'atelier d'écriture, d'avoir ce regard assez large, de se dire qu'on est riche, et que peut-être qu'on ne se rend pas compte de la richesse qu'on a. Voilà. Donc, peut-être y a-t-il quelques questions dans la salle. Bonjour, donc, je m'appelle Faïd Souhaïli, donc je suis journaliste et pour le Sang Amal. Et tout à l'heure, vous avez posé une question sur les îles qui ont leur langue. Moi, en réfléchissant un peu, j'ai trouvé une, c'est un ensemble d'îles, plutôt c'est le Japon.
Oui, c'est vrai. L'archipel voilà, et puis moi je trouvais intéressant en fait la thématique que vous avez soulevée aujourd'hui, parce qu'en fait moi finalement en fait, je suis né en métropole, j'ai grandi en métropole, et après j'ai vécu un peu partout, j'ai vécu notamment sur des îles, donc là je suis à Mayotte, mais j'ai vécu en Corse aussi. Donc qui est une île bien particulière au sein du territoire français. Et j'ai aussi vécu en Grande-Bretagne et à Montréal, et Montréal qui est sur une île. Donc, et en fait, quand vous parcourez, en fait, vous essayez de définir ce que c'est, moi j'ai trouvé un point commun à toutes ces îles dans lesquelles j'ai vécu. C'est plutôt en fait, on se définit toujours par rapport à l'autre en fait. Donc on sait que, enfin moi je me rappelle quand j'étais petit, j'étais en Corse, on faisait la distinction entre le Corse et le Pinsut. Le Pinsut c'est celui qui vient du continent en fait, le continental. J'ai été en Grande-Bretagne, j'ai été surpris d'entendre que les gens qui traversaient pour aller à Calais, ils disaient « je vais en Europe ». Bon, maintenant qu'ils y sont sortis, ça se comprend mieux, mais enfin voilà, donc en fait c'est des choses comme ça. Enfin, moi je pense, enfin c'est le seul point commun que j'ai trouvé, c'est en fait on se définit par rapport à celui qui est à l'extérieur. Voilà, c'était l'observation que j'avais à faire. Un autre commentaire ou question? Bonjour Isabelle Mohamed. Pour continuer le petit jeu de l'île, je pensais à l'Islande. L'Islande qui est quand même une île qui a une production littéraire assez phénoménale sur un nombre d'habitants très très réduit. Et donc je me demande si la réflexion ne doit pas faire remarquer qu'en fait quand on réfléchit à l'île dans le domaine où on se trouve nous ici particulièrement, on se trouve toujours confronté à l'île qui a été colonisée. Et donc qui a une espèce de rapport à l'espace particulier. L'Islande, à mon sens, est emblématique d'un autre fonctionnement. Et ça mériterait vraiment d'être creusé, je pense. Après, une autre observation aussi, j'arrive pas à retrouver d'où vient Eduardo Manet. Ça fait un moment que je réfléchis, mais je trouve plus. Or, Eduardo Manet a écrit un article dans... Des Cubains, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci. Donc il a écrit un article dans les années 99 par là, dans lequel il disait qu'en fait, si on regardait la mer autrement que comme un obstacle, et donc cette vision de la mer obstacle, c'est quand même aussi une vision de continentale, donc une vision qui est issue peut-être du processus colonial, et bien à ce moment-là, on pourrait dire que la Caraïbe est un ensemble qui est parfaitement cohérent avec une circulation historique entre les espaces et que ça, on l'a gommé à l'aune d'un autre regard que celui des habitants eux-mêmes. Donc, excuse-moi, je profite de ton intervention pour parler par exemple de cette question des océans qui ne sont pas un obstacle. Quand on se rend compte que la langue malgache fait partie de la famille malayo-polynésienne. À Tahiti, c'est la même famille de langue que Madagascar. Il y a presque 10 000 km entre les deux. Et comment se fait-il qu'entre le Pacifique, Tahiti, l'océan Indien, il y a la même famille de langues? Et quels sont ces liens entre l'Indonésie, l'Inde, la Chine et la Malaisie, Madagascar, et lorsqu'on se rend compte aussi que de l'autre côté, il y a le Swahili, il y a le Bantou, et ce qui fait que les océans n'étaient pas du tout un problème à ce moment-là, mais effectivement, les navigateurs voyaient les océans comme des limites à repousser ou comme des barrières à repousser. C'est peut-être ça qui a pris le pas ensuite sur nos propres occupations de l'espace. Est-ce que l'océan est quelque chose
un obstacle ou pas. Je ne sais plus, il a une expression, malheureusement je ne parle pas le Shimaore, mais il a une expression, j'ai retenu en français, c'est que ça dit à peu près ceci, regarde l'océan, là où il a des vagues, il y a la voix. Ouais. Et donc, quelque part, c'est vraiment oui, tu as raison sur ce point-là. Mais je te laisse continuer. Oui, mais non, mais je pense que c'est bon. En fait, ce que je voulais dire peut-être, c'est ça, c'est que ce sont peut-être les insularités colonisées qui ont cette incapacité à se dire. Donc il faudrait continuer les enquêtes sur la question des autres îles. On parlait du Japon, qui est un archipel, mais le Japon n'a pas d'incapacité à se dire. Au contraire, il a une conscience de lui-même absolument délirante presque, parce que c'est très 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 puissant. Donc j'ai plus d'exemples, mais je pense qu'il faut interroger ça. L'insulaire qui ne peut pas se dire et qui ne peut pas construire son discours, c'est peut-être pas une caractéristique insulaire, c'est peut-être plutôt une caractéristique historique. Voilà. D'autres contributions? Oui, ici. Peut-être la dernière, parce que... Là-bas aussi, il a... Là-bas, tout à l'heure, il a des questions là-bas. Oui, je suis Kaladonia Briadi, je suis journaliste également. J'ai noté dans votre intervention que sur cette notion de l'île fantasmée, l'île rêvée, c'est surtout le regard. Il y a un problème de... Oui. Merci. Donc l'île fantasmée, l'île rêvée, c'est surtout le regard de l'autre sur l'île. Et vraiment, ce qui m'intéressait, ce serait le regard de l'insulaire sur lui-même. Est-ce que aujourd'hui l'insulaire, comment il se définit? Est-ce qu'il se définit à travers le regard que l'autre se fait de lui, ou alors il est arrivé malgré tout à avoir un regard propre sur lui? Et du coup, ce que je voudrais savoir, c'est par rapport à vos observations à vous. C'est une question très, très actuelle. Parce que comment, en fait, la question se pose aussi, c'est que comment est-il possible de se regarder lorsqu'on ne connaît pas son histoire? Est-il possible de développer un regard sur soi lorsqu'il y a un silence sur nos propres histoires? Comment voulez-vous je vais prendre le cas de Madagascar. Comment voulez-vous qu'un enfant malgache va développer son propre regard sur son propre pays si beaucoup de pans de son histoire ne sont pas enseignés à l'école? C'est comme si l'histoire malgache en fait commence toujours par la colonisation. On commence à nous enseigner, il y a eu la reine Navalna III. Bon, il y a eu la Navalna première qui a mis les Français dehors. Voilà. Et puis il y a eu la Dama Ier qui a fait Angela Pomern qui a fait l'unité de l'île, la Dama Ier, et ainsi de suite. Mais par exemple, on ne va pas du tout parler d'un Jianzhu, que vous connaissez ici, hein, qui était aussi un souverain puissant à Madagascar. Dans les livres d'histoire, on parle très peu de lui. Et bien avant tout cela, en fait, on ne parle pas de l'histoire de Madagascar avant les empires, avant les royaumes. On parle. Il n'y a pas de lien très précis entre les recherches historiques. Il y a énormément de thèses sur l'histoire de Madagascar, sur l'histoire des Comores, énormément de thèses de recherche se font dans les universités, mais il n'y a pas ce moment où on va vulgariser les recherches. Il n'y a pas réellement une transmission du savoir. Donc, pour moi, c'est pas simplement de dire
oui, on peut se regarder, on peut se raconter, mais on pose d'abord cette question, transmission du savoir. Et qui sont les acteurs de cette transmission-là? Je peux me dire avec humilité ou avec orgueil, comme vous voulez, que les écrivains ou les poètes font partie de ces acteurs de transmission. Mais maintenant, le livre, quelle est la place du livre à Madagascar? Quelle est la place du livre à Mayotte? Quelle est la place du livre aux Comores? Quelle est la place du livre à La Réunion? Et maintenant, entre ces îles-là, est-ce que les livres circulent? Est-ce que les idées circulent? Et on ne peut pas arriver comme ça, par magie, à se dire on va développer un regard sur nous-mêmes. C'est d'abord une question de transmission. C'est d'abord une question. Si les contes continuent à se dire dans les maisons, il y a transmission. La grand-mère ou la sœur ou celui qui transmet le conte, il est aussi important que le livre. Et comment faire en sorte que cette chaîne de savoir ne soit pas brisée? Et à partir de là, oui, on peut développer un regard. Le théâtre peut jouer ce rôle-là, la musique joue ce rôle, les arts, en fait, quelque part, jouent ce rôle. Et voilà. Mais un regard, c'est aussi remettre en cause un certain modèle, parce que les modèles passent. Et aussi avoir cette capacité critique de se dire non, parce qu'on peut en fait, sans le savoir, complètement prendre le discours de l'autre sur soi-même, alors qu'on peut se dire nous sommes ceci, nous sommes cela, mais en fait, non. Voilà. Bien. Merci beaucoup Jean-Luc Rahari-Madana. Je pense qu'on va être obligé malheureusement d'arrêter là, parce qu'on est tenu par la suite des travaux cet après-midi. Deux informations simplement pour clore cette conférence. Vous invitez bien entendu à fréquenter aussi les librairies de Lille. Je pense en particulier, puisqu'Isabelle Simon a pris la parole tout à l'heure à la librairie Passanetti, dans laquelle vous pourrez retrouver tous les ouvrages de Jean-Luc et bien d'autres encore. Et puis, une deuxième information pour vous dire que la prochaine conférence publique du Pôle Culture aura lieu après les congés scolaires. C'est le vendredi 17 mars à 12h30. Monsieur Philippe Mouron, qui est maître de conférence en droit privé, viendra nous parler de la propriété littéraire et artistique du point de vue du droit. Voilà. Donc ça peut intéresser aussi certains d'entre vous, donc je vous y invite vendredi donc 17 mars à 12h30. Voilà. Merci beaucoup et puis à très bientôt.